Quand je suis revenue de l'enterrement de mon père, ma plaque d'identité n'était plus là. Pas d'avertissement, pas de conversation. Juste disparu. La femme assise à mon bureau n'a même pas levé les yeux quand je suis entrée. Elle a juste continué à taper, en portant mon casque, en sirotant la tasse de mon entreprise, en utilisant mon identifiant comme si elle possédait l'endroit. Il m'a fallu 30 secondes pour la reconnaître. Amanda Weaver, la fille de mon patron. Je m'appelle Danielle. Pendant 6 ans, j'ai donné ma vie à une entreprise qui, je le sais maintenant, ne valorisait pas ses employés. La dernière fois que je l'avais vue, c'était une étudiante en 2e année d'université qui faisait un stage de quelques heures par semaine, assistant à des réunions auxquelles elle ne prêtait guère attention. Maintenant, elle était là, installée dans mon rôle, le rôle dans lequel j'avais consacré 7 ans de ma vie, comme s'il l'avait toujours attendu. Je me suis figée là, dans le couloir, la boîte en carton que j'avais transportée me glissant légèrement des mains. À l'intérieur se trouvaient les quelques objets que j'avais récupérés dans la maison de mon père après l'enterrement, son stylo plume porte-bonheur, une photo délavée de nous en train de pêcher quand j'avais 8 ans. Je les avais apportés au travail aujourd'hui. Je pensais que, d'une certaine façon, reprendre le travail m'aiderait à guérir. Que je me sentirais à nouveau normale. Au lieu de cela, je n'ai ressenti que du vide. « Hé, je peux t'aider ?» Amanda a finalement demandé, en clignant des yeux vers moi avec l'impatience paresseuse de quelqu'un dérangé par un étranger. Comme si je n'avais pas ma place ici. Comme si je n'avais pas construit ce département à partir de rien. Formé la moitié de l'équipe qu'elle commandait maintenant. J'ai ouvert la bouche, mais avant de pouvoir parler, je l'ai entendue, la voix de mon patron derrière moi. Pendant une demi-seconde, j'ai pensé que quelqu'un avait peut-être fait une erreur, qu'il t'expliquera. « Danielle, » dit M. Weaver. Il n'avait même pas l'air embarrassé. « J'ai besoin de te voir dans mon bureau. Tout de suite. » Je l'ai suivi dans le hall dans un silence stupéfait. En passant devant les photos des étapes importantes de l'entreprise que j'avais aidé à franchir, devant les collègues qui détournaient les yeux, il savait, il l'avait tous su avant même que je ne revienne. Dans son bureau, M. Weaver n'a pas présenté ses condoléances. Il n'a même pas fait semblant de s'en préoccuper. Il s'est simplement assis sur sa chaise et a dit, avec l'efficacité ennuyée de quelqu'un qui commande un café, « Compte tenu de ton absence prolongée et en gardant à l'esprit les besoins opérationnels, nous avons procédé à quelques ajustements. Amanda te remplace pour le moment. Nous te souhaitons le meilleur dans tes projets futurs. » Je l'ai regardé fixement, les mots atterrissant comme des coups de poing. 3 jours. 3 jours de congé de deuil approuvés pour enterrer le seul parent qu'il me restait. Et je suis revenue pour trouver l'œuvre de ma vie remise comme un cadeau d'adieu à sa fille. Je ne me suis pas disputée. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête une fois. Je me suis retournée et je suis sortie de son bureau. Mais en passant devant le hall d'entrée, je me suis fait une promesse. Ils le regretteraient. Et quand ils le feront, je n'attendrai pas. Avant ce matin-là, j'étais gestionnaire principal de projet pour Crestwell Infrastructure Solutions, une entreprise spécialisée dans les projets de construction et de transport à grande échelle dans 3 États. Ce n'était pas un travail prestigieux, ce n'était pas tape à l'œil, mais c'était essentiel. Pendant 6 ans, j'ai vécu dans un tourbillon de calendriers de projets, de vérification de conformité, de permis environnementaux et de la danse sans fin qui consiste à faire en sorte que les entrepreneurs, les architectes et les représentants de la ville avancent vers le même objectif. Ponts, autoroutes, bâtiments municipaux, des choses qui comptent. Lorsque j'ai commencé à travailler pour Crestwell, nous étions un acteur mineur, à peine en mesure de décrocher des contrats régionaux. Au moment où mon père est tombé malade, nous faisions des appels d'offres et les remportions pour des projets gouvernementaux d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Et je n'étais pas un simple rouage de la machine. J'étais la machine. J'ai créé les flux de travail, formé les jeunes gestionnaires de projets, négocié des contrats avec les fournisseurs qui nous ont permis d'économiser des millions. Ma réputation dans l'industrie n'était pas tape à l'œil,
mais elle était solide. Les gens savaient que si Daniel Walsh gérait un projet, celui-ci se terminerait dans les délais et en dessous du budget. C'est peut-être pour cela que je ne l'ai pas vu venir. C'est peut-être la raison pour laquelle, lorsqu'Amanda Weaver a commencé à traîner au bureau il y a 6 mois, fraîchement sortie de l'université avec un diplôme d'arts libéraux et aucune expérience en gestion de projet, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. M. Weaver l'a présentée avec un grand sourire et l'a qualifiée de stage. Je lui ai souhaité la bienvenue, bien sûr. C'est ce que font les professionnels. Je n'ai pas bronché lorsqu'elle m'a suivi dans les réunions avec les clients, posant des questions étranges et naïves. Je ne me suis pas plaint lorsqu'elle suivait mes visites sur le terrain, mais restait dans la voiture tout le temps à envoyer des SMS sur son téléphone. Je ne me suis même pas plaint lorsqu'elle a commencé à se copier, accidentellement, sur mes fiches de courriel avec les clients. J'ai juste fait mon travail. Parce que c'est ce que mon père m'a appris. Tu te montres, tu fais le travail, tu gagnes ta place. Alors, quand il est tombé malade, quand le cancer s'est propagé plus vite que prévu, quand je suis allée voir M. Weaver, le cœur dans la gorge, et que j'ai demandé un congé de deuil pour être avec mon père dans ces derniers jours, je les ai crus quand ils m'ont dit « Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. 3 jours, c'est tout ce que j'ai pris. 3 jours pour enterrer mon père. Et pendant ces 3 jours, tout ce que j'avais construit a été discrètement remis à la fille du patron. » Avec le recul, les signes étaient là. De minuscules changements, à peine perceptibles au début, mais comme des fissures dans un barrage, ils ont grandi, suffisamment petits pour être ignorés jusqu'à ce que tout cède. 2 semaines avant le décès de mon père, j'ai commencé à remarquer des anomalies. Des courriels dont j'aurais dû être en copie, disparus. Des notes internes sur la réaffectation des projets qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas arrivés dans ma boîte de réception. Quelques clients, des entrepreneurs de la vieille école qui m'appelaient habituellement directement, ont commencé à se taire. J'ai mis ça sur le compte du chagrin, au stress. J'étais à bout de force, j'oscillais entre les visites à l'hôpital et les conférences téléphoniques, prétendant que tout allait bien. La présence d'Amanda s'est également accrue pendant cette période. Alors qu'elle n'était auparavant qu'une ombre gênante, elle dirigeait maintenant des réunions d'équipe en mon absence, coordonnait des réunions de fournisseurs et rédigeait même des propositions de clients, propositions que je n'avais pas approuvées. Lorsque j'en ai parlé gentiment à M. Weaver, il a souri et m'a dit « J'essaie juste d'alléger ton fardeau, Daniel. Tu as déjà assez à faire. » Et je l'ai cru. Parce qu'à l'époque, je pensais encore que la loyauté comptait. Je pensais encore que le professionnalisme te protégeait. Le vendredi précédant mon congé de deuil, nous avons tenu une réunion cruciale avec la Commission des transports de l'État, le genre d'examen à enjeu élevé qui pourrait faire ou défaire une année de possibilité d'appel d'offres. J'avais passé des mois à préparer les documents d'information. Je connaissais chaque point de données, chaque objection potentielle, chaque solution de rechange. Ce projet était censé être mon chant du cygne avant de m'éloigner pour être auprès de mon père. Au lieu de cela, lorsque je suis arrivée dans la salle de réunion, Amanda était déjà à l'avant de la table, la télécommande du projecteur à la main, discutant facilement avec les membres du conseil d'administration. Alors que je m'avançais, prête à prendre place à la tête de la présentation, M. Weaver m'a gentiment écartée. « Laisse Amanda prendre les commandes aujourd'hui, » dit-il, trop doucement pour que les autres l'entendent. « Tu as beaucoup de choses en tête. Ne te laisse pas submerger. » Ça m'a piqué, mais je me suis dit que c'était de la gentillesse. J'ai souri, je me suis assis, et j'ai regardé Amanda massacrer des mois de préparation minutieuse, confondre des paramètres clés et mal citer des échéances. Par la suite, je me suis excusée personnellement auprès des membres du conseil d'administration. En privé, l'un d'entre eux, un ingénieur de la vieille école nommé Frank, m'a serré la main et m'a dit « Nous savons qui a fait le gros du travail, Daniel. Ne t'inquiète pas. » Cela devait me réconforter. Au lieu de cela, il a planté la première véritable graine de doute. Si les clients pouvaient ne voir ce qui se passait, pourquoi pas moi?
Le jour où je suis partie pour les funérailles, mon équipe m'a organisé une petite réunion d'adieu, du café et des pâtisseries dans la salle de repos, rien d'extraordinaire. Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont tapoté l'épaule, m'ont promis de continuer à faire tourner la machine jusqu'à mon retour. Amanda n'était pas présente. Elle était dans le bureau du coin, en train de rire avec son père, la porte fermée. Je me suis dit que cela ne voulait rien dire, qu'elle était juste jeune, inexpérimentée et maladroite face à la mort. Je ne l'ai pas vue pour ce qu'il était vraiment. Je n'avais pas réalisé que pendant que je me tenais au bord de la tombe, descendant mon père dans la terre, Amanda Weaver s'installait dans mon bureau. Le lundi suivant les funérailles, je suis arrivée à Crestwell un peu après 7 heures du matin, en avance comme toujours. L'air était vif, le hall d'entrée silencieux, à l'exception du faible bourdonnement des lampes fluorescentes. Pendant un instant, entrer dans le bâtiment m'a semblé presque normal. J'ai presque cru que je pouvais recoller les morceaux et continuer à avancer. C'est ce que mon père aurait fait. Je me suis dirigée vers le hall, la boîte en carton toujours sous le bras, l'esprit déjà en ébullition avec des plans de rattrapage. Finaliser l'offre de Jefferson, reprogrammer la visite du site à Twin Falls, mettre à jour les diagrammes de Gantt pour les projets municipaux. Mais quand j'ai tourné au coin de la rue en direction de mon bureau, je me suis arrêtée net. Ma porte, ma plaque d'identité, celle que je m'étais astiquée après chaque promotion, avait disparu. À sa place se trouvait une affichette argentée élégante. Amanda Weaver, directrice de projet. Pas stagiaire. Pas assistant. Directeur de projet. À travers la vitre, je pouvais la voir à l'intérieur. Les pieds posés avec désinvolture sur le bureau. Elle parle avec animation au téléphone. Elle rit. Sur mon téléphone. Pendant 1 minute entière, je suis restée là, le cœur battant contre mes côtes. C'était sûrement une erreur. Sûrement. Personne ne serait aussi effronté, aussi impudique. Puis Amanda a levé les yeux, m'a vue et a souri. Pas le sourire maladroit d'un subordonné, mais le sourire suffisant et poli de quelqu'un qui savait exactement ce qui s'était passé et qui n'en avait pas honte. J'ai tourné les talons et je me suis dirigée tout droit vers le bureau de M. Weaver. Son assistante, normalement chaleureuse et bavarde, n'a pas voulu croiser mon regard. Elle s'est contentée de hocher la tête avec raideur et m'a fait passer. M. Weaver attendait. Il ne s'est pas levé quand je suis entrée. Il ne m'a pas présenté ses condoléances. Il n'a même pas fait semblant de s'en préoccuper. Il s'est contenté de faire un geste vers la chaise en face de son bureau et a dit d'une voix si neutre qu'elle m'a retourné l'estomac. « Daniel, merci d'être venu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas pu. D'une certaine manière, je savais déjà que je devais être debout lorsque le coup a été porté. « Nous avons dû procéder à quelques ajustements pendant votre absence, » a-t-il commencé, lissant les poignets de sa chemise comme s'il négociait un contrat de restauration et non comme s'il bouleversait la vie de quelqu'un. Afin de maintenir l'efficacité opérationnelle, nous avons regroupé la supervision des projets sous une nouvelle direction. J'avais la bouche sèche. Nouvelle direction, ai-je répété. Tu veux dire Amanda. Il a fait un petit haussement d'épaule, comme si la décision avait été inévitable, évidente. Elle a fait preuve d'une initiative remarquable, a-t-il déclaré. Le conseil d'administration a été impressionné. Les clients ont bien réagi à son énergie nouvelle. J'ai failli rire aux éclats. Les clients avaient bien réagi, après une réunion ratée et 2 semaines de délai non respectés? Mais je n'ai pas discuté. J'ai juste demandé calmement « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Monsieur Weaver a croisé ses mains proprement sur le bureau. « Nous supprimons votre poste ?» avec effet immédiat. Ce n'était pas seulement une rétrogradation, c'était un effacement. Tout ce que j'avais construit, toutes les heures supplémentaires, tous les courriels de fin de soirée et les visites de chantier au petit matin ont été balayés au profit d'un népotisme déguisé en énergie nouvelle. « Je vois », ai-je dit. Il s'est légèrement penché en arrière, presque soulagé que je ne fasse pas de scène. Je suis conscient que c'est difficile.
poursuit-il en glissant une enveloppe blanche standard sur le bureau. Il s'agit de ton indemnité de licenciement. Nous t'offrons 2 semaines de salaire en échange d'une décharge signée. Nous espérons que tu verras cela comme une occasion de relever de nouveaux défis. Je n'ai pas attrapé l'enveloppe. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. À l'intérieur, un barrage se fissurait. Un flot de colère, de trahison et de chagrin rugissant pour être libéré. Mais j'ai gardé mon visage calme. Professionnel. La façon dont il m'avait entraîné à être. Comme il s'attendait à ce que je sois. Merci de m'avoir donné cette opportunité, ai-je dit, ma voix étant presque choquante de stabilité. Monsieur Weaver a esquissé un mince sourire, consultant déjà sa montre, prêt à passer à sa prochaine réunion. Mais au moment de partir, je me suis arrêtée juste un instant, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Bonne chance, ai-je dit doucement, tu vas en avoir besoin. Il a cligné des yeux, pris au dépourvu, mais n'a rien dit alors que je sortais. En passant devant mon ancien bureau, Amanda m'a souri à travers la vitre. Je ne lui ai pas rendu son regard. Elle n'en valait pas la peine. Aucun d'entre eux ne l'était. À mon bureau, mon ancien bureau, Tania, de la comptabilité, tournait maladroitement en se tordant les mains. « Je suis vraiment désolée », a-t-elle chuchoté. « Nous ne savions pas. » J'ai serré son épaule doucement. « C'est bon, » ai-je dit. Ce n'était pas le cas. Mais je refusais de les laisser me voir craquer. J'ai emballé les quelques affaires qui me restaient, une photo encadrée de mon équipe lors de la retraite d'entreprise de l'année dernière, le stylo que mon père m'avait offert après ma première promotion, et j'ai quitté Crestwell pour la dernière fois. Lorsque j'ai posé le pied dans l'air vif du matin, une brise vive a attrapé le bord de ma veste. Cela m'a semblé purifiant d'une certaine façon, comme la première respiration après avoir été trop longtemps sous l'eau. Je ne savais pas exactement ce qui allait suivre. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Crestwell n'a pas seulement perdu un manager aujourd'hui. Ils ont perdu la personne qui maintenait leur fragile empire en place. Et quand les fissures s'ouvriront enfin, je ne serai pas là pour attraper les morceaux. Je ne suis pas rentrée chez moi tout de suite. Au lieu de cela, j'ai conduit. Nulle part en particulier, juste des kilomètres sans but le long de la rivière, les fenêtres baissées, le vent du début de l'automne coupant le chagrin qui s'accumulait dans ma poitrine. Au début, tout se répétait en boucle. Le dernier sourire de mon père, la terre qui frappe le cercueil, le visage suffisant d'Amanda derrière mon ancien bureau. Une partie de moi voulait crier, de retourner à Crestwell, d'arracher la nouvelle plaque de la porte et de la jeter par la fenêtre du bureau de M. Weaver. Mais la rage était ce à quoi il s'attendait. L'indignation était facile à écarter. Il l'appelait instabilité émotionnelle. La mettait sur le compte du chagrin. Justifia pourquoi me remplacer avait été nécessaire. Non, il ne méritait pas ma rage. Il méritait mon succès. Au bout d'un moment, je me suis arrêtée dans un café où j'avais l'habitude de me rendre avec mon père le dimanche. Un endroit minuscule avec des planchers grinçants et des cabines défraîchies, où le Wi-Fi était incomplet, mais où le café était fort. J'ai trouvé un coin tranquille. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. Premièrement, mettre à jour mon CV. Ce n'était pas difficile. 6 années passées chez Crestwell m'avaient permis d'obtenir un portefeuille pour lequel la plupart des cadres supérieurs tueraient. Gestion de budget de plusieurs millions de dollars, taux de réalisation des projets de 96% dans les délais impartis, multiples récompenses municipales. Amanda pourrait s'asseoir à mon bureau. Mais elle ne pourrait pas reproduire mon record. Deuxièmement, tendez la main à mon réseau. Pas publiquement, pas encore. Juste quelques courriels discrets à d'anciens collègues, fournisseurs et partenaires de projet. Rien d'incendiaire. Des messages simples. J'espère que tu vas bien. J'explore de nouvelles opportunités. Prenons bientôt un café. Les réponses sont arrivées rapidement. Les gens se sont souvenus. Les gens s'en soucient. Au coucher du soleil, j'avais prévu 3 déjeuners de travail et 2 appels téléphoniques pour la semaine. Troisièmement, rassemble des preuves. Je me suis connectée à mon ancien compte Crestwell. J'ai été surpris de constater qu'il était toujours actif, maladroit.
En 15 minutes, j'ai téléchargé tout ce que je pouvais. Les plans de projet où mon nom a été effacé des livrables portent maintenant celui d'Amanda. Des horaires mal gérés, commentaires de clients en colère qui avaient été redirigés vers le purgatoire administratif. Des prévisions financières annonçant des pertes catastrophiques si l'offre de Jefferson tombait à l'eau. Preuve. Pas pour se venger, pas directement, mais juste au cas où Crestwell aurait décidé de rendre ma sortie plus moche qu'elle ne l'était déjà. Lorsque j'ai fermé mon ordinateur portable, mon café était devenu froid. Mais quelque chose en moi s'était réchauffé. Une petite flamme. Constante. Implacable. Papa avait l'habitude de me dire « Ne te bats pas dans la boue, Danny. Construis quelque chose de mieux à côté d'eux. Laisse-les se noyer dans leur propre désordre. » Je n'allais pas mener une guerre contre Crestwell. Je n'allais pas perdre une seconde de plus à essayer de les démolir. J'allais les dépasser. Laisse-les derrière toi. Et quand ils reviendraient en rampant, parce que je savais, au fond de moi, qu'ils le feraient, j'aurais déjà trop d'avance pour qu'ils puissent les rattraper. Mercredi, la nouvelle s'était répandue. Pas bruyamment, pas publiquement, mais comme un courant qui court juste sous la surface. Les ragots de l'industrie vont vite, surtout dans un endroit comme Boise, où les projets d'infrastructure sont autant une question de relations que de plans. Je n'avais rien posté sur LinkedIn. Je n'avais pas annoncé mon départ. Je n'avais même pas mis à jour mon titre de poste. Mais d'une manière ou d'une autre, à la fin de la semaine, mon téléphone bourdonnait régulièrement de messages de chefs de projet, d'agents de liaison de la ville et de représentants des fournisseurs. J'ai entendu dire que tu étais libre. On prend un café un de ces jours? J'adorerais faire le point avec toi. 2 grands projets se profilent à l'horizon. Je serais ravie de t'avoir à mes côtés. Au début, je l'ai balayé du revers de la main. J'étais encore à vif, toujours en deuil. Je cherchais encore à savoir qui j'étais sans Cresswell sur ma carte de visite. Mais jeudi en fin d'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'ai pas reconnu. « Daniel Walsh » dit la voix, chaude et familière. « Voici Mark Hanley de Blackstone West. » Je me suis redressée. Blackstone West, le plus grand concurrent de Crestwell. Si Crestwell était le vieux camion confortable du monde de l'infrastructure, Blackstone était la nouvelle Tesla élégante, plus rapide, plus intelligente, plus légère. Il se développait agressivement dans le nord-ouest du Pacifique, décrochant d'énormes contrats pour lesquels Crestwell s'était à peine qualifié. J'avais rencontré Mark une fois, il y a des années, lors d'un sommet régional sur les transports. Nous avions bavardé brièvement après une table ronde, partagé nos frustrations au sujet des modèles de gestion de projets dépassés et échangé nos cartes. Je n'aurais jamais pensé qu'il se souviendrait de moi. « J'ai entendu ce qui s'est passé à Crestwell », dit Mark avec précaution. « Et si vous êtes ouvert à une conversation, nous serions ravis que vous entriez. » J'ai hésité, non pas parce que je n'étais pas intéressée, mais parce qu'une partie de moi se sentait encore meurtrie. Je me posais encore des questions. Je me demandais encore si Crestwell avait eu raison de me remplacer. Mark a semblé le sentir. « Je ne vous propose pas une réunion de pitié, » a-t-il dit sans ambages. « J'ai vu ton travail, Daniel. Et franchement, si Crestwell a été assez stupide pour vous laisser partir, nous serions idiots de ne pas vous prendre. » Ce soir-là, assise en face de Mark à une table de coin au Riverfront Brewing, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. Un espoir, réel et tangible. Il n'a pas perdu de temps. Pas de vagues discours sur les opportunités potentielles. Pas de mots à la mode sur l'adéquation à la culture. Il a fait glisser une offre imprimée sur la table. Directeur de projet régional. Un cran au-dessus de mon titre de Crestwell. Augmentation de salaire de 30%. Autonomie de projet importante. Ma propre équipe, mes propres budgets. Pas de paperasserie, pas de népotisme. Juste des résultats. J'ai fixé le papier pendant un long moment, le cœur battant la chamade. « Tu ne veux même pas m'interviewer ?» J'ai demandé en plaisantant à moitié. Mark sourit. « Daniel, ton portfolio est l'interview. » J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis l'enterrement. Prends quelques jours pour y réfléchir.
dit Mark en me glissant une deuxième enveloppe. Aussi, juste une info. Nous faisons un appel d'offres pour l'agrandissement de l'autoroute Jefferson au prochain trimestre. J'ai cligné des yeux. Le projet Jefferson. Le même projet de plusieurs millions de dollars pour lequel j'avais préparé Crestwell, celui qu'Amanda Weaver était en train de gérer en mon absence. Les pièces se sont emboîtées dans mon esprit. Si Blackstone West fait atterrir Jefferson, la position régionale de Crestwell s'en trouverait affaiblie, peut-être de façon permanente. C'est toi qui mènerais l'offre, ajoute Mark avec désinvolture, en supposant que tu sois intéressé. J'ai refermé soigneusement le dossier, le scellant comme une promesse. Je n'avais pas besoin de quelques jours, j'avais besoin d'un stylo. L'appel d'offres pour l'élargissement de l'autoroute Jefferson a été annoncé la semaine suivante. Comme prévu, Blackstone West et Crestwell ont été invités à soumettre des propositions, ainsi que 2 entreprises plus petites qui n'avaient que peu de chances de l'emporter. C'est le projet de Crestwell qui a été perdu, et ils étaient déjà en train de le perdre. En quelques jours, les discussions ont commencé. Chuchotements des représentants de la ville. Commentaires désobligeants des chefs de projet. Le dossier de proposition de Crestwell, normalement impeccable sous ma direction, était en retard. Incomplet. Plein d'erreurs fondamentales. La documentation relative au permis était manquante. Les estimations budgétaires étaient très éloignées de la réalité. Les projections de calendrier n'avaient aucun sens. Il s'est avéré qu'Amanda avait soumis le projet elle-même, en contournant complètement les ingénieurs principaux pour gagner du temps. Pire encore, des rumeurs ont circulé selon lesquelles, au cours d'une séance publique de planification, Amanda avait confondu les mètres cubes avec les pieds carrés devant le commissaire du comté. Une erreur de débutante. Une erreur embarrassante. À Blackstone West, Mark et moi avons surveillé tout cela discrètement. Il ne l'a jamais dit franchement, mais le sourire qu'il arborait chaque fois qu'une nouvelle gaffe arrivait sur son bureau me disait tout. « Vous avez construit une machine qu'il ne pouvait pas faire fonctionner sans vous », a-t-il dit un après-midi, en tapotant une liasse de documents d'appel d'offres défectueux de Crestwell. Maintenant, ils essaient de la faire tomber d'une falaise. J'aurais dû me sentir fière de moi. J'aurais dû me réjouir. Mais surtout, je me suis sentie triste. Triste qu'une entreprise en laquelle j'ai cru un jour se soit effondrée en une parodie d'elle-même. Triste que les personnes que j'avais encadrées, les vrais talents, soient toujours coincés sous la coupe d'Amanda. Pourtant, je suis restée silencieuse, concentrée. Notre propre offre de Jefferson, serrée, complète, impeccable, a passé avec succès l'examen interne. Au moment où nous l'avons soumise, je savais que nous avions une vraie chance. Pendant ce temps, mes anciens contacts à Crestwell ont commencé à m'informer. Les clients se plaignaient. Les projets ont été retardés. Les sous-traitants se retiraient, invoquant un manque de confiance dans la direction du projet. Puis, 2 semaines avant la décision finale de la ville, j'ai reçu un texte d'une ancienne collègue, Tania, la comptable qui m'avait serré dans ses bras le jour de mon départ. Tania, tu ne le croiras jamais. Weaver est en pleine crise. Les RH ont dû intervenir. Amanda a hurlé sur un client lors d'un appel Zoom. J'ai cligné des yeux sur l'écran. Tu as crié. Sur un client? La façade fragile d'Amanda se fissure rapidement. Et les dirigeants de Crestwell, ceux qui avaient y laissé faire, se démenaient pour contenir les retombées. C'est alors que le 2e message est arrivé. Pas de la part de Tania, ni de personne à l'intérieur de Crestwell, de la part de M. Weaver lui-même. Un courriel court et laconique. Sujet, occasion de discuter. Bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien. Nous aimerions avoir la chance de discuter avec toi au sujet d'une nouvelle occasion de leadership au sein de Crestwell. N'hésite pas à me faire savoir si tu es disponible cette semaine. Mark Weaver. J'ai fixé le courriel pendant un long moment. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Juste une invitation à revenir et à les sauver. Comme si je pouvais être convoquée comme une pièce de rechange. Comme si je ne les avais pas déjà dépassés. J'ai fermé le courriel sans y répondre
Et il a souri. Je n'ai pas répondu tout de suite à l'email de M. Weaver. Je l'ai laissé là, en gras et sans réponse, pendant 2 jours entiers. Assez longtemps pour le faire transpirer. Assez longtemps pour qu'il se rende compte que je n'étais plus l'employé loyal qu'il pouvait convoquer en claquant des doigts. Lorsque j'ai finalement répondu, je suis resté simple. Heureux de te rencontrer. Le mercredi à 10h, ça marche. J'ai choisi un endroit neutre, un café tranquille près de la rivière, pas les bureaux de Crestwell, pas leur territoire. Lorsque je suis arrivée, M. Weaver était déjà là, assis raide à une table d'angle, une tasse de café intacte devant lui. L'homme qui contrôlait autrefois tout mon avenir professionnel paraissait maintenant plus petit, les épaules voûtées, la cravate légèrement de travers. Il s'est levé maladroitement en me voyant et m'a tendu une main que je n'ai pas prise. « Daniel », dit-il, en forçant un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Merci de me rencontrer. » J'ai hoché la tête une fois en me glissant dans le siège en face de lui. Je n'ai pas perdu de temps avec les plaisanteries. « Tu voulais discuter d'une opportunité de leadership ?» Il s'est raclé la gorge. « Oui. Eh bien, nous avons appris que les récentes transitions ont créé des difficultés. » J'ai attendu, silencieuse. Il s'agite. Nous reconnaissons maintenant que, peut-être... Il s'est arrêté, cherchant ses mots. Les décisions de restructuration ont été prises trop hâtivement, sans une réflexion approfondie. Je n'ai rien dit. Laisse-le parler. Laisse-le s'agiter. Nous aimerions te proposer de reprendre ton ancien rôle, a-t-il poursuivi, avec des pouvoirs élargis, une augmentation de salaire et des excuses pour toute erreur de communication. Des excuses pour les erreurs de communication, pas pour la trahison, pas pour avoir vidé ma carrière pendant que j'enterrais mon père. Une erreur de communication. J'ai failli rire, mais au lieu de cela, je me suis penchée en arrière et j'ai croisé mes mains proprement sur la table. Une autorité élargie, j'ai demandé la voix douce. Et Amanda ? Il a hésité. Amanda va prendre du recul, dans un rôle de soutien plus approprié. En d'autres termes, il l'a rétrogradé discrètement, en espérant sauver ce qu'il pouvait. Je l'ai étudié pendant un long moment, laissant le silence s'étirer, jusqu'à ce qu'il commence à se déplacer mal à l'aise sur son siège. Finalement, j'ai pris la parole. « J'apprécie l'offre », ai-je dit calmement. « Mais je ne suis pas intéressée. » La stupeur a traversé son visage. « Vous faites une erreur », a-t-il lâché. « Crestwell a de gros contrats en vue. Tu pourrais reconstruire ce que nous avions. » J'ai souri, lentement et sans hâte. « Je ne reconstruis rien du tout, » ai-je dit. « Je construis quelque chose de mieux. » Pendant un instant, il a eu l'air vraiment perdu, comme s'il ne lui était jamais venu à l'esprit que je pouvais ne pas vouloir ce qu'il m'offrait, que j'aurais pu passer à autre chose. J'aurais pu me rendre compte que je n'avais jamais eu besoin de Crestwell pour commencer. Il a essayé une fois de plus en se penchant en avant, l'urgence s'insinuant dans sa voix. « Nous sommes prêts à nous aligner sur toutes les offres que tu as reçues, plus une prime à la signature. » J'ai penché la tête, en réfléchissant. « Marc ?» ai-je dit, en utilisant délibérément son prénom. « Tu ne m'entends pas ?» Je me suis légèrement penchée, la voix tombant à une cadence calme et régulière. « Je ne suis pas disponible, pas maintenant. Jamais. Tu avais de la loyauté, de l'expertise, du leadership. Tu as tout gâché. » Je me suis levée et j'ai rassemblé mon sac à main, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. « Tu devras trouver quelqu'un d'autre pour nettoyer ton désordre, » ai-je ajouté en me retournant pour partir. Il n'a rien dit. Il est resté assis là, à regarder son café intact, pendant que je sortais dans la matinée lumineuse et ensoleillée. Dehors, la brise a de nouveau attrapé l'ourlet de ma veste, la soulevant comme une bannière. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus rien là pour moi, seulement à l'avance. C'est encore mieux. Le contrat d'expansion de l'autoroute Jefferson a été attribué 3 semaines plus tard. Blackstone West l'a obtenu haut la main. La ville a cité une planification complète,
une supervision supérieure du projet et un leadership éprouvé dans l'annonce officielle. Ce n'était pas subtil. Mark m'a appelé dans son bureau le matin où la nouvelle est tombée. Il n'a pas dit un mot. Il a juste fait glisser un article imprimé sur son bureau. J'ai survolé le premier paragraphe, puis le deuxième. À la moitié de la page, enfouie dans le langage neutre des communiqués de presse municipaux, se trouvait la vérité. Crestwell avait été disqualifié au deuxième tour pour documentation inadéquate et erreur de procédure. En d'autres termes, ils se sont mis dans l'embarras. Mark s'est adossé à sa chaise en souriant. « Tu réalises, dit-il, que tu viens de couper les jambes de Crestwell. » J'ai haussé légèrement les épaules et j'ai fait glisser l'article sur le bureau. « Je n'ai rien fait, ai-je dit. Ils se sont fait ça tout seuls. » Ce soir-là, j'ai célébré l'événement tranquillement, pas avec du champagne et de grands toasts, mais avec un simple dîner dans le même restaurant au bord de la rivière, où j'avais l'habitude de rencontrer mon père après le travail. J'ai commandé son plat préféré, du pain de viande avec de la purée de pommes de terre, et je me suis assise près de la fenêtre pour regarder la rivière défiler dans l'obscurité. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un bourdonnement constant de l'élan. De nouveaux projets ont vu le jour. Mon équipe à Blackstone s'est agrandie. D'anciens clients de Crestwell lassés des retards et des excuses m'ont tendu la main discrètement, me demandant si j'avais de la place pour leur entreprise. Je ne les ai pas poursuivis. Je n'en avais pas besoin. Ils m'ont trouvé. Pendant ce temps, les fissures à Crestwell se sont élargies. Les projets publics ont été retirés. Les partenaires du secteur privé ont annulé des contrats. Les fonctionnaires municipaux ont discrètement modifié leurs alliances. Tania m'envoyait de temps en temps des mises à jour, de petits flashs de ragots portés par le vent de l'industrie. Amanda avait démissionné pour des raisons personnelles. Monsieur Weaver a été écarté des activités quotidiennes par le conseil d'administration. Un audit externe a été lancé sur les pratiques de gestion de Crestwell. Chaque message contenait la même vérité tacite. Sans une fondation d'intégrité, toute la structure s'était effondrée. Je n'ai jamais jubilé. Je n'en avais pas besoin. En la regardant se dérouler de loin, j'ai ressenti ce qu'une montagne doit ressentir lorsqu'une tempête finit par s'éteindre. Stable, inébranlable. À la fin du printemps, la nouvelle est officiellement tombée que Crestwell était en train d'être racheté, c'est-à-dire mise en pièces par une entreprise nationale plus importante, absorbée pour quelques centimes d'euros. Il ne sauvait pas l'entreprise, il récupérait les restes. La semaine même où l'acquisition a été finalisée, Blackstone West a organisé une petite fête pour le lancement du projet Jefferson. Les coupes de champagne s'entrechoquent. Des contrats ont été signés. Et quelque part dans les discours, Mark s'est tourné vers moi, sa voix portant sur le bourdonnement de la salle. « À Daniel Walsh », a-t-il déclaré, « la meilleure décision que Blackstone ait jamais prise. » J'ai levé mon verre en souriant doucement. Il ne s'agissait pas de se venger. Il s'agissait de devenir le genre de personne, le genre de leader, qui ne pouvait pas être ignoré, peu importe qui essayait de l'effacer. Alors que les rires et la musique s'amplifiaient autour de moi, j'ai repensé à mon père, aux leçons qu'il a laissées derrière lui. Ne perds pas ton temps à démolir les petits hommes, Danny. Construis simplement quelque chose de trop grand pour qu'ils puissent l'atteindre. Et c'est exactement ce que j'avais fait. 6 mois après la signature du contrat de la route Jefferson, je me trouvais sur la rive de la rivière Boise, l'eau brillant dans la lumière de la fin de l'été. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autorisée à m'arrêter. De respirer. De me souvenir de la raison pour laquelle j'avais commencé tout cela. Blackstone West était en plein essor. Le projet Jefferson était déjà en avance sur le calendrier. Ma nouvelle équipe était plus forte et plus soudée que toutes celles que j'avais dirigées chez Crestwell. Les clients nous recherchaient maintenant, non seulement pour notre efficacité, mais aussi parce que la nouvelle s'était répandue. C'était une entreprise où les gens comptaient, où la loyauté était gagnée et honorée. Un après-midi, après un bilan trimestriel, Mark m'a pris à part. « Tu sais, dit-il avec un demi-sourire, la moitié de notre croissance cette année peut être attribuée à une seule décision. »
Il n'a pas eu besoin de dire laquelle, je le savais. J'avais construit quelque chose ici, pas seul, mais en tant que leader, comme la force stable que mon père a toujours dit que je pouvais être. Quelques jours plus tard, un petit paquet est arrivé à mon bureau, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une plaque signalétique usée par les intempéries, celle qui était accrochée à l'extérieur de mon ancien bureau à Crestwell. En dessous, une note écrite à la main sur du papier ligné. Ils ont oublié qui tu étais. Pas nous. T. Je la fixe un long moment, l'émotion se resserrant dans ma poitrine. Je n'ai pas remis la plaque sur une porte. Au lieu de cela, je l'ai placée dans un tiroir, rangé comme un rappel. Non pas de l'endroit où j'avais été, mais du chemin que j'avais parcouru. Debout au bord de la rivière, j'ai regardé l'eau glisser sans fin le long des rochers. Elle se déplace rapidement, sans qu'on puisse l'arrêter. Mais les rochers, ceux qui sont ancrés profondément, n'ont pas vacillé. Ils n'en avaient pas besoin. Ils sont restés. Solides. Sûrs. Solides. J'ai alors pensé à mon père, à sa main qui dirigeait ma canne à pêche il y a toutes ces années, à sa voix calme dans le vent. Laisse le courant se précipiter devant toi, Danny. Sois simplement le rocher. J'ai fermé les yeux et j'ai souri. Je n'avais pas seulement survécu au courant. J'avais construit un nouveau rivage, et cette fois-ci, aucune tempête ne la balayera jamais.